je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, en fait, ça fait 11 ans de ça, il y avait eu une activité organisée au centre-ville de Montréal pendant 2 jours par le gouvernement du Québec. Ça s'appelait « Ensemble contre l'intimidation et le taxage ». Je sais qu'il y a au moins une personne ici, Deborah Pepler, qui y était, parce qu'on avait toutes les deux fait la conférence d'ouverture, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y étaient. Quelques-uns, bon. Alors, depuis 11 ans, bon, je pense que la tenue d'un colloque, un symposium comme le nôtre montre que, bon, là, il y a encore du travail à faire naturellement, puis il y aura toujours du travail à faire parce que l'éducation, c'est un éternel recommencement. Mais ce qui est important, puis ma collègue Shelley Heimel le soulignait tout à l'heure, il y a eu des développements très importants au cours des dernières années sur notamment les facteurs qui conditionnent et qui amènent à avoir des conduites d'intimidation, puis le développement de la victimisation. Il y a également des recherches qui ont évalué sur une grande échelle plusieurs approches, plusieurs programmes concernant l'efficacité ou la réduction à l'égard du bullying et la diminution de la victimisation. C'est évident qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et là, je vais essayer. Attendez, je pense que je suis... Tout est correct? Oui. OK, parfait. Excusez, c'est parce que je n'ai pas une bonne vue ici. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et moi-même, j'ai participé à plusieurs recherches évaluatives visant à tester justement l'efficacité de certains programmes pour prévenir la violence, notamment l'intimidation. Mais j'ai aussi, un peu comme M. Griffo le disait, travailler sur les questions d'environnement scolaire, puis aussi de conditions de mise en œuvre des programmes. Alors, mon propos aujourd'hui va être axé beaucoup sur, justement, la création des communautés scolaires bienveillantes. Tout d'abord, je vais essayer de répondre avec vous à 2 questions dont les réponses, la première peut nous paraître évidente, c'est pourquoi est-ce tellement essentiel? En fait, encore une fois, ma collègue Heimel tout à l'heure a mis en évidence l'importance du rôle de l'environnement social, le rôle des pairs, le rôle de l'environnement éducatif dans l'émergence ou la réduction des problèmes d'intimidation et de victimisation. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées aussi concernant les programmes et on s'est rendu compte que les programmes avaient une certaine efficacité, mais ils avaient aussi certaines limites. Et une des raisons, et c'est un peu mon argument aujourd'hui, c'est d'expliquer que ces programmes-là ont une valeur dans la mesure où elles s'implantent puis elles s'insèrent dans l'organisation générale d'une communauté scolaire bienveillante qui est une école. Donc, c'est important peut-être de poser tout d'abord comme premier jalon en quoi l'environnement socio-éducatif joue un rôle essentiel sur le bien-être psychologique et la réussite des élèves, y compris la manifestation des comportements de bullying et de victimisation. Le point 2, la seconde question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question sur comment y parvenir. Il existe des programmes, on en a parlé. Maintenant, les programmes ne sont pas la panacée et comme je disais tout à l'heure, ces programmes-là s'implantent dans un milieu déjà vivant, un milieu de vie, un milieu où des gens travaillent, où des enfants vivent, qui a ses propres règles. Et il est important, je pense, de poser un regard aussi sur les intervenants et sur l'environnement éducatif comme tel. En même temps, il y a des liens très étroits entre l'apprentissage scolaire et l'apprentissage social. Et j'aimerais pouvoir vous en parler un peu également. Voilà. Évidemment, c'est encore un truisme que je vais affirmer ici, c'est qu'une de nos missions d'éducation, c'est la socialisation. En fait, la loi sur l'instruction publique dit que l'instruction, la qualification et la socialisation sont les missions de l'école. Or, cette mission-là de socialisation, il y a 10 ans ou 11 ans, quand j'étais à la conférence d'ouverture de cet événement dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était quelque chose qui était encore en émergence, c'est-à-dire qu'on avait encore la vision que les enfants allaient se développer en les mettant ensemble, en les faisant travailler ensemble, en les envoyant à la cour d'école, en les faisant échanger, en faisant des activités communes, des activités parascolaires, et que la socialisation, l'amitié, les liens allaient se développer. Et que c'était le rôle des adultes d'organiser de telles activités et de voir à leur sécurité. Point à la ligne. Cette vision-là est en train de changer il y a 10 ans parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des problèmes de comportement importants. Et ces problèmes-là ont pris jusqu'à un certain
poids et de l'ampleur au cours des dernières années. Je pense entre autres au phénomène de la cyberintimidation, dont mon collègue Justin Patchen va parler tout à l'heure. Mais il y a quand même, dans les milieux scolaires, eu plus d'études, plus de recherches qui ont montré qu'il y avait quand même une certaine augmentation des phénomènes d'intimidation et de violence en général. On a une loi, maintenant, la loi 56, qui nous rappelle notre mission de socialisation. Mais là, elle est plus précise que la loi de l'instruction publique parce qu'elle dit qu'il faut réduire les comportements de violence et d'intimidation. On donne un cadre légal, même judiciaire. On donne un cadre administratif aux écoles, mais on ne dit pas comment procéder au niveau de la classe, au niveau des cours d'école. On dit aux commissions scolaires, on dit aux établissements scolaires, vous devez développer de bonnes pratiques ou aller chercher des pratiques déjà existantes et les implanter. Alors, le chemin est à moitié fait, si je peux dire. Donc, encore une fois, ça revient aux institutions scolaires, cette mission-là. Et je pense qu'une institution scolaire, quel que soit le choix qu'elle va faire, il faut aussi qu'elle connaisse aussi la façon dont, en soi, elle a une influence sur l'éducation et sur les comportements, entre autres, de violence. Encore une fois, la question des chiffres, est-ce que, on décide d'organiser une rencontre aujourd'hui parce que le cyberbullying est en explosion, parce qu'il y a une augmentation importante de la violence dans les écoles. Bon, moi j'ai tendance plutôt à un peu dédramatiser tout ça. C'est-à-dire, oui, il y a une augmentation de certains phénomènes, mais aussi, on est beaucoup plus vigilant, on regarde beaucoup plus ces aspects-là et on se pose plus de questions. Mais de toute façon, moi, ce que j'ai toujours dit depuis que je suis dans le domaine, que ce soit à la baisse ou à la hausse, il y aura toujours des enfants qui vont souffrir, il y aura toujours des enfants qui vont éprouver des difficultés, et c'est notre mission à nous en éducation de voir à ce qui développe qu'ils aient un développement social harmonieux, naturellement. L'UNESCO a dit récemment dans un rapport en 2013 l'importance que revêtait le bien-être psychologique et physique pour le développement de l'enfant. C'était encore une évidence, mais c'était important de le rappeler. Comme je disais, donc, on a un devoir d'intervention parce que, quelle que soit l'ampleur du phénomène, les victimes, les agresseurs donnent puis les recherches l'ont montré, les études longitudinales l'ont montré, présentent des trajectoires développementales problématiques. Donc, dans une perspective de prévention, on se trouve à agir. Aussi parce que l'environnement éducatif est une des clés pour le bien-être physique et le développement des jeunes, le bien-être psychologique aussi. Je pense que les recherches ici sont assez évidentes. Ce qui est important peut-être de rappeler, puis Shelley l'a fait tout à l'heure, à partir des recherches aussi de d'autres spécialistes, c'est le cercle vicieux dans lequel se trouvent les actes d'intimidation, c'est-à-dire il y a l'agresseur, il y a la victime, mais il y a aussi les témoins, il y a aussi les supporters, ce qu'on appelle en anglais les bystanders, et cette dynamique-là, elle est à l'intérieur d'un environnement particulier. Elle n'est pas spontanément. C'est une création, c'est une organisation sociale. Et cette dynamique-là a été mise en évidence, entre autres, par ma collègue Deborah Pepler ici et sa collègue Wendy Craig il y a quelques années, où on montre que des actions spécifiques dans l'environnement, très ciblées, peuvent avoir un effet majeur sur la réduction de l'intimidation. Maintenant, j'aimerais vous présenter, là, vous allez voir toute une série de diapositives, il y en a à peu près 35. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas s'arrêter aux 35. En fait, c'est plus pour vous envoyer un message subliminal. Je vais vous présenter une première diapo, je vais vous l'expliquer, puis après ça, vous allez voir, toutes les autres diapos sont pareilles. Alors, on ne s'acharnera pas trop. Les diapos que je vais vous montrer, les résultats, viennent d'une recherche qui a été faite entre 1999 et 2002 avec mes collègues Janoz Boutillier, Christiane Boutillier, qui est ici dans la salle d'ailleurs, Nadia Desbiens et Roch Chouinard. D'autres collègues également s'étaient joints à nous. C'est une étude qui a été menée auprès de plus de 200 écoles secondaires et primaires du Québec, donc au début des années 2000 jusqu'à 2002. Et c'était une enquête sur la violence dans les écoles du Québec. C'était la première enquête d'ampleur de cette ampleur-là qui avait été menée. Il y a beaucoup de résultats qui sont sortis de cette recherche-là. Et entre autres, moi, un des résultats les plus intéressants dont je voudrais vous parler, c'est l'effet établissement. On se pose toujours la question,
par rapport à l'origine sociale, familiale du jeune, dans quelle mesure l'école a une réelle influence? Bien sûr, on le sait, parce qu'on est éducateur, on est enseignant, on a un rôle à jouer, puis on peut faire la différence. Mais de quelle façon? Et dans quelle mesure l'environnement a un effet, c'est-à-dire un effet établissement? Alors, je vais vous présenter une première diapo sur la perception et la victimisation chez les élèves du primaire. Regardez, bon, là, vous allez vous demander qu'est-ce que ça mange en hiver, un tel graphique. Vous avez 3 colonnes de petites barres. Chaque barre est une école. C'est la moyenne des scores de victimisation des insultes reçues par les élèves. Les élèves ont auto-rapporté, les élèves de 4e, 5e, 6e année ont répondu à un questionnaire, on leur a dit « As-tu été victime d'insultes dans les 2 dernières semaines? » Et ils ont répondu. On a pris tous les scores des enfants, on a fait une moyenne par école. On a posé les mêmes questions aux enseignants, je vous verrai plus tard. Donc, sur l'insulte, les menaces, les batailles, les agressions physiques, les insultes reçues d'un adulte, on a fait des moyennes. Et ce que vous avez, c'est la moyenne par école. Et regardez bien, vous avez 3 séries de colonnes. Élevé, modéré, faible. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le niveau de défavorisation socio-économique. Vous avez 1 à 5, ceux qui connaissaient bien le système scolaire, c'est assez favorisé. Modéré, 6 à 8, faible, 9 à 10. Des fois, on dit les gens qui viennent de milieux défavorisés présentent plus de comportements violents ou ont plus de difficultés d'adaptation. Bon, on en a parlé également au niveau du décrochage scolaire. Là, ce que vous voyez, c'est très intéressant. C'est que vous voyez qu'il y a des écarts considérables à l'intérieur de chacune des strates de défavorisation. Il y a des écarts vraiment considérables. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Simple, d'un point de vue d'effet établissement. Ça veut dire que l'établissement a un effet. Bon, on va en parler tout à l'heure, comment ça agit, mais l'effet établissement, il est bien présent. Et ça, c'est pas nous qui avons inventé ça. Les premiers chercheurs des années 60-70 qui cherchaient des évidences sur l'effet établissement, sur la réussite scolaire, ont utilisé ce type de ce qu'on appelle un graphe de dispersion. Donc, alors là, je vais commencer l'opération subliminale. Alors, voyez-vous, ça, c'est les menaces. Je vais y aller pour la première série, puis après ça, je vais aller très vite parce que j'en ai trop. Là. On a les insultes, les menaces. Regardez la variation. Regardez les écarts. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a un effet école, indépendamment du niveau socio-économique des élèves. Il y a des variations extrêmement importantes. L'agression physique, le taxage, on avait des questions sur le taxage. Là, la variation a baissé un peu. Et les insultes de la part d'un adulte. Regardez, il y a beaucoup d'enfants qui rapportent jusqu'à entre 20 à 30 entre 10 à 20 en moyenne. C'est des moyennes. Donc, quand on parle de la violence entre les élèves, c'est beau, mais les enfants rapportent qu'ils sont un petit peu, des fois, insultés. Des fois, ça peut être des moqueries, là. S'il ne s'agit pas d'actes violents terribles, mais les enfants se considèrent victimisés. Et là, après ça, on y va avec la perception, mais là, je vais aller très rapidement parce que c'est le même processus. Voyez-vous, évidemment, ça varie un peu. Ensuite, on pose la question aux élèves du secondaire, même question. Regardez. Victimisation, insulte de la part d'un adulte au secondaire. C'est intéressant. Ensuite, la perception. Parce que là, on leur posait 2 types de questions. Est-ce que vous avez été victimisé, puis percevez-vous de la violence dans l'école? Mais les données sur la perception, c'est la même chose. Donc, il y a des écarts considérables entre les écoles à l'intérieur d'une même strate socio-économique. C'est, je pense, une illustration assez évidente de l'effet école. Ça ne veut pas dire, ça ne nous dit pas exactement pourquoi l'établissement a un effet, mais c'est un effet. Et là, si on continue, on regarde les enseignants, on pose la question aux enseignants, parce qu'on parle de communauté bienveillante ici, là, mais bienveillante pour nos jeunes, mais peut-être aussi bienveillante pour les enseignants puis les adultes, le personnel scolaire qui y vivent. Ça, c'est la distribution des insultes de la part des élèves données à un enseignant, que les enseignants ont rapporté avoir eu depuis le début de l'année. Regardez, ça monte, dans certains cas, ça monte jusqu'à 50 là, de l'ensemble des étudiants qui ont répondu au questionnaire dans cette école-là. Victimisation, menace, agression physique, insulte de la part d'un adulte vers un autre adulte.
Ça, c'est un collègue de travail ou un parent qui s'est adressé de façon pas très gentille à un enseignant. C'est ça que ça veut dire. Là aussi, vous avez un effet établissement là, important. Vous avez une dispersion là, énorme de... Voilà. Bon, je continue sur la perception. Et là, on était au primaire. Au secondaire, les enseignants rapportent avoir été victimisés. Pour ensuite, bon, pour les menaces, l'agression physique, les insultes de la part d'un autre adulte, et voilà. Et ensuite, on y va avec la perception. Bon, là, j'espère de ne pas vous avoir trop assommé avec cette cascade de graphiques. Ils sont assez simples à comprendre dans la mesure où ils sont tous semblables aussi. Et je pense que c'est une première illustration très simple du fait qu'il y a des variations importantes entre les écoles. Puis ces variations-là s'expliquent naturellement par toutes sortes de raisons. S'expliquent par le fait que certaines écoles ont mis en place des mesures, ont une politique, ont un code de vie adéquat, mais c'est aussi parce qu'ils considèrent l'environnement comme un véritable milieu de vie. Et ici, on ne parle pas juste de bonnes pratiques pour aider à réduire l'intimidation ou la victimisation, mais d'un ensemble de pratiques. Ici, on ne parle pas d'un programme. Ici, on parle, ce que vous avez, encore une fois, c'est un graphique qui est un peu... ce que vous avez autour avec les carrés, ce sont des pratiques, stratégies pédagogiques, occasions d'investissement, soutien aux élèves en difficulté, gestion de crise, etc., etc. Dans le milieu, ce que vous avez, c'est les climats éducatifs, les climats relationnels, les climats de sécurité, les climats de justice. Et dans le milieu, vous avez les problèmes. Décrochage, échec scolaire, conflits, absentéisme, violence, etc. Ça, c'est un modèle que mon collègue Michel Janos a développé en 1998 et que nous avons testé, lui et moi, à travers différentes études avec nos collègues dans les années 2000. Et le postulat premier de ce modèle-là, ce qui est important de retenir au-delà de tout le graphique, c'est que, bien sûr, les pratiques ont un impact, nos pratiques d'enseignement ont un impact sur le comportement des jeunes, mais le climat que génèrent ces pratiques ont un impact aussi grand, sinon plus, que juste nos pratiques. Et là, la question, c'est à quel moment l'ensemble de nos pratiques crée un climat de sécurité, crée un bon climat relationnel, crée un bon climat d'appartenance, crée un bon climat éducatif. Là, ça reste, la recherche doit chercher, c'est le cas de le dire, la recherche doit chercher encore la réponse. On n'en est pas encore rendu là. Mais ce qu'on a démontré clairement, Michel et moi, c'est qu'il y a un lien naturellement avec le climat scolaire et l'adaptation sociale et scolaire. Ça, on n'a pas inventé ça. Par contre, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y avait un effet de synergie par les pratiques qui créaient des climats. Et ces climats-là, c'est-à-dire la perception d'un environnement sécuritaire, la perception que les relations entre les élèves vont bien, la perception qu'on est écouté et respecté par les enseignants. Ça n'empêche pas un enseignant de perdre patience à un moment donné, ça n'empêche pas un jeune de perdre patience non plus. Mais au-delà des réactions, c'est la perception du milieu qui joue. Et ça joue autant pour la réduction de la violence que pour la motivation scolaire. Plus spécifiquement, et là je vais aller très rapidement parce que je sais que le temps file à une vitesse incroyable, si on veut implanter des programmes, comme parlait Shelley tout à l'heure, les programmes, il faut les voir dans un ensemble. Il faut les voir soutenus par une philosophie claire et précise de l'école. Il faut les voir soutenus par des orientations, des règlements pour contrer la violence. Le programme vient appuyer cette philosophie et ces orientations-là, mais tout ça s'insère à l'intérieur d'un environnement social général. On ne peut pas prendre un programme. Un programme, c'est un peu comme un corps étranger qu'on amène dans un organisme vivant qu'on appelle une école. Et il faut que ce programme-là, non seulement réponde aux besoins, aux besoins qui ont été évalués, mais également s'insère à l'intérieur des pratiques. Parce que, de toute façon, les gens vont éventuellement développer de nouvelles pratiques. Là, je passe rapidement parce qu'on a le pendant négatif. En somme, qu'est-ce qu'une école bienveillante pour les élèves comme pour les adultes? C'est une organisation, des individus travaillant ensemble pour atteindre des buts communs. Il ne faut jamais oublier qu'une école, c'est une organisation qui mise tout autant sur la qualité des apprentissages des élèves et leur réussite que sur leur bien-être psychologique et l'épanouissement social de ces derniers. Une communauté bien au fait des moyens pour y parvenir, capable de se mobiliser, de s'organiser pour réussir la mise en œuvre de tels moyens. C'est également une communauté de pratique
qui se mobilisent pour faire face à des situations de crise, notamment lors d'événements impliquant des actes d'intimidation et des situations de victimisation. Quand j'ai évalué l'implantation du programme Vers le Pacifique développé par l'Institut Pacifique, je me suis rendu compte que les écoles qui avaient le meilleur niveau d'implantation du programme, c'est les écoles pour lesquelles les directeurs, mais aussi les enseignants et le membre du personnel avaient répondu au questionnaire sur l'environnement socio-éducatif. Ils avaient répondu très élevé à la question suivante: « Notre école est prête à faire face à des situations de crise. » Mais c'est une situation très générale. Je me suis dit, oui, mais c'est quoi une situation de crise? Puis Michel et moi, on se disait, bon, on aurait dû poser des questions plus précises, mais on ne peut pas poser. Il y avait déjà 112 questions dans le questionnaire. À un moment donné, il faut arrêter, là. Mais j'ai découvert dans une école où on implantait Vers le Pacifique, qui est un programme de prévention universelle de la violence, et là, on a, un jour, il est arrivé un cas grave d'intimidation. Le programme Vers le Pacifique, à l'époque, n'avait pas été conçu spécifiquement pour l'intimidation. Ça aidait, mais c'était un programme plus de prévention générale, universelle. Et là, j'ai vu le milieu se mobiliser. J'ai vu la directrice faire des réunions d'information, aller chercher la police, policiers éducateurs, organiser toute une série d'actions autour de la victime, mais également autour de l'agresseur et de sa famille, ainsi que des témoins, parce que ça durait depuis 2 ans, imaginez-vous donc. Donc, il y avait eu des témoins de ça. Et là, j'ai vu un milieu qui était capable de se mobiliser. À contrario, j'ai vu un milieu où il y avait tellement de problèmes que quand le programme que j'ai cherché à implanter a duré à peu près 3 mois. Et on arrive souvent à la conclusion, parce que quand on faisait des bilans d'évaluation des milieux scolaires, on disait aux gens, peut-être avant, les gens disaient, oh, on veut implanter tel programme, on veut implanter tel programme, mais il y avait des problèmes relationnels énormes entre la direction puis les profs. On disait toujours, bien, commencez donc par régler vos problèmes, puis après ça, on va essayer d'implanter des choses. Donc, le message que je veux dire, c'est que implanter des communautés bienveillantes, ça demande un savoir-faire, bien sûr, mais ça demande aussi un savoir-être. C'est-à-dire des attitudes, des conduites qui accordent une place tout aussi importante au bien-être psychologique du jeune, ainsi qu'à ses apprentissages socio-émotionnels, qu'à ses progrès et sa réussite scolaire. Un milieu où un enfant est bien, c'est pas nécessairement un milieu où un enfant travaille moins au plan scolaire. Les recherches ont montré que les milieux qui réussissent bien au plan socio-affectif et comportemental, c'est des milieux également où les exigences scolaires sont assez élevées. Donc, c'est pas incompatible. Puis on a des recherches maintenant qui montrent que les bons comportements ne sont pas uniquement liés à la réussite scolaire, mais que les comportements adéquats viennent renforcer également cette réussite-là. Au-delà de la vision d'un programme miraculeux qui réglera tous nos problèmes de violence, il faut s'approprier véritablement ces nouvelles pratiques, quitte avec le temps à modifier certaines parties de ce programme. Là, je suis un peu inorthodoxe par rapport à mes collègues chercheurs, mais je me suis attiré quelques critiques par rapport à ça. C'est que, pour moi, le programme est un prétexte pour amener du changement. Et là où les activités promues par le programme se sont maintenues le plus longtemps, dans mon expérience de chercheur, c'est des milieux où, à un moment donné, ils ont non seulement intégré les pratiques, le contenu du programme aux pratiques déjà existantes, mais jusqu'à un certain point, ils ont comme mis de côté le programme, parce qu'ils avaient intégré dans leurs pratiques de tous les jours. Alors, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir par rapport à un programme, par rapport à des interventions. Il faut bien comprendre son milieu, puis comprendre aussi comment le milieu est prêt à changer. Donc, ça implique aussi de concevoir l'école comme un véritable milieu de vie, pas juste un milieu sécuritaire pour les jeunes. C'est pas ça un milieu de vie pour les jeunes, c'est pas juste la sécurité. Des adultes bienveillants qui s'entraident, partagent et deviennent véritablement des modèles pour les élèves et qui travaillent, je dis ici d'une communauté de pratique, qui travaillent ensemble. Il faut briser un peu le paradigme de la classe, je travaille dans ma classe et un peu alentour. C'est plus que ça, une communauté scolaire bienveillante. J'ai presque terminé. Je sais que j'ai dépassé mon temps. Ça implique aussi évaluer lucidement notre milieu socio-éducatif, les forces comme les éléments à changer. On a des outils maintenant qu'on a développés, entre autres, avec Christiane Boutier et Michel Janoz il y a une dizaine d'années, mais il y a d'autres instruments qui servent à évaluer l'environnement socio-éducatif des écoles. Se questionner sur nos besoins de formation aussi. On a fait du progrès dans le programme de formation des maîtres, mais au cours des 15 dernières années, mais il y a encore du travail à faire. Puis on ne peut pas tout enseigner non plus en 4 ans à l'université sur la prévention de la violence. Il y a quelqu'un qui me fait signe comme ça, en disant oui, oui. Là, je vais vous envoyer mon dernier graphique, je vous le promets.
Là, c'est très simple. En foncé, c'est ceux qui ont 8 ans et plus d'expérience, les professeurs. En jaune, entre 4 et 7 ans. Et en rose, c'est nos jeunes enseignants en insertion professionnelle. C'est encore l'enquête sur la violence dans les écoles. Regardez nos jeunes qui ont moins de 3 ans d'expérience. Leur niveau de victimisation, insulte, menace, agression physique, vol, insulte, menace plus de 3 fois et agression physique, ils ne sont pas tous surélevés, mais voyez-vous, insulte, menace, agression physique, ils sont nettement au-dessus de ceux des collègues qui ont plus d'années d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on les prépare mal à l'université pour faire face à la violence? C'est en partie vrai, mais en même temps, on leur a donné beaucoup d'outils pour la gestion de classe. Mais les conditions d'insertion professionnelle, l'isolement, la précarité d'emploi, vous savez comme moi que les jeunes professeurs se promènent d'un milieu à un autre aussi, tout ça contribue à leur faire vivre peut-être plus de victimisation puis à percevoir plus de victimisation. Fait que si vous demandez à un jeune professeur, il faut réduire la violence, bien lui, la première chose qu'il va penser, c'est « moi, il faut que je survive ». Oui, on va réduire la violence, mais on va agir de façon coercitive. Donc, il faut tenir compte de ces facteurs-là quand on implante un programme. Le dernier principe, c'est l'éducabilité de Philippe Mérieux. Philippe Mérieux dit « tous les êtres que l'on veut éduquer sont éducables ». Ça semble un peu tautologique, mais par exemple, quand vous avez affaire à une vraie brute intimidateur, vous pouvez vous dire il n'y a pas grand-chose à faire avec un enfant comme ça. Et la brute, l'intimidateur, il est devenu à travers un processus d'apprentissage social, la victime également. Il peut aussi désapprendre à travers un processus d'apprentissage social. Donc, il faut toujours garder en tête ce principe d'éducabilité-là. Je ne dis pas qu'il faut être des saints, il faut accepter tout ce qui passe, mais je pense que c'est au cœur, quand on parle d'attitude, j'en ai une, ça. C'est un peu notre principe aussi un principe de base qui nous a amené à notre vocation d'enseignant et de formateur. Mérieux dit, si vous ne croyez pas à ce principe, vous êtes mieux de changer d'emploi. Il a raison, mais c'est difficile des fois de croire toujours à l'éducabilité. En terminant, je vais finir avec une citation pour nous rappeler que deux éléments pour matière à réflexion ou à provocation. Ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais leur gestion. Ça peut paraître gros, mais quand vous implantez un programme, des nouvelles pratiques, il faut faire une analyse de la situation, il faut établir un plan avec des objectifs, il faut choisir les moyens, les mettre en œuvre, les suivre et les évaluer. Moi, j'appelle ça de la gestion. Perdez pas ça de vue, s'il vous plaît. Puis comme disait Shelley, c'est pas parce que ça fonctionne à une place que ça fonctionne ailleurs aussi. C'est ça que, très souvent, c'est pas que le programme n'est pas compatible, c'est parce que la mode de gestion et d'implantation ne l'est pas. Puis ça, il ne faut pas perdre de vue cet élément-là. En terminant, cher Thomas Edison qui disait « Une invention, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Je pense que nous avons beaucoup de matière à inspiration ici, mais il va falloir aussi transpirer un peu. Alors, je nous souhaite à tous une excellente transpiration et un bon congrès. Merci de votre attention.